On va commencer cette présentation par d'abord un constat sur de quoi parle-t-on, donc en quoi consistent ces marchés financiers. Donc on commencera par cette partie descriptive un peu et de fonctionnement, et puis il y aura une deuxième partie sur ce qui fait souvent plus l'actualité, qui est donc les crises financières et la manière dont elles sont régulées. Alors, les marchés, quand on en parle, de quoi parle-t-on? On parle en fait d'institutions qui sont à la fois très importantes en taille. Vous avez des chiffres, vous le voyez sur ce tableau, qui sont absolument faramineux. 103 000 milliards de dollars. Le chiffre est tellement important qu'il est complètement abstrait, en fait. Et vous avez également, comme je l'ai indiqué dans la vidéo introductive, une très grande diversité de ces marchés. Et peut-être l'élément le plus important, c'est de voir qu'au sein de ces marchés, il y a deux grands segments que sont le marché obligataire mondial et les marchés d'actions. Et comme je l'indiquais dans cette vidéo, le marché qui est généralement le plus connu, sur lequel on parle le plus, qui est le marché de la bourse, le marché des actions d'entreprise, n'est pas le plus important. Vous voyez qu'en termes de chiffres, l'un est à 75 000 milliards de dollars l'année dernière, l'autre est à 103 000 milliards de dollars, le marché obligataire, où différentes institutions se financent par dette. Je vais venir en termes de définition, c'est quoi une obligation, c'est quoi une action, donc j'y reviendrai. Donc il y en a un qui est 40% plus important, le marché obligataire, que le marché en termes d'actions. Mais l'idée à retenir, c'est deux choses, c'est leur diversité, il y a différents types de marchés financiers, et c'est leur grande taille, puisque vous avez ici le PIB mondial, donc la production totale de tous les pays du monde, elle est estimée à 85 000 milliards de dollars. Donc vous voyez que la capitalisation des marchés côté boursier, c'est quasiment l'équivalent du PIB, et la taille du marché obligataire mondial, c'est au-delà du PIB mondial. Donc deux éléments à retenir, leur très grand montant et leur grande diversité. Alors, le deuxième constat que l'on peut faire sur ces marchés financiers, alors ici on vous l'a écrit d'une manière qui est un peu comme on le fait dans un bon bouquin d'économie. Donc il y a une phrase ici, il y a plusieurs définitions en fait, il y a trois niveaux de définition. Il y a une phrase où on dit que c'est le lieu où s'équilibre l'offre d'épargne et la demande de financement des agences économiques. Je pense que je vais partir sur la définition qui est, à vrai dire, la plus importante. À quoi servent les marchés financiers? Les marchés financiers, en fait, c'est le lieu organisé, puisqu'on verra que c'est des endroits très organisés et aussi très réglementés, où on va échanger et valoriser de l'information entre deux catégories de personnes ou d'institutions. Ceux qui ont de l'argent et qui veulent prêter cet argent parce qu'ils veulent que cet argent leur apporte des revenus. Ils veulent que cet argent leur apporte un rendement. Et leur idée, évidemment, c'est d'avoir le maximum possible de revenus avec le risque minimum associé. Et puis ceux qui sont en besoin d'argent pour réaliser des projets, qui sont généralement, mais pas toujours, qui sont généralement des projets avec un impact à long terme, qui sont généralement des investissements. Et donc les marchés, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en termes de constat, il faut les voir un peu comme des forums. J'avais pris la référence d'Internet. Ce sont des forums interconnectés où tous ces agents économiques échangent entre eux, alors souvent par des intermédiaires qui sont des spécialistes de l'intervention sur ces marchés financiers, mais tous les types d'acteurs peuvent se retrouver sur les marchés financiers. Alors, je vais dire quelque chose que je dis souvent, peut-être pas forcément conscience quand on parle de marchés financiers. Il est probable que dans vos familles, il est probable que vos parents, et peut-être l'ont-ils d'ailleurs en votre nom, il est probable qu'ils ont des livrets A, soit dans leur banque, soit directement à la Caisse des dépôts. Il est possible que certaines de vos familles, et aussi pour placer l'épargne qu'ils peuvent réaliser, qu'ils aient des comptes d'assurance vie. Eh bien, tous les détenteurs de livret A ou de comptes d'assurance vie
sont des acteurs des marchés financiers. Vous êtes des acteurs des marchés financiers. Ce n'est pas vous directement qui intervenez dessus, mais l'argent que vous avez dans vos livrets A ou l'argent que vous avez sur votre compte d'assurance vie, le rendement qui est associé, qui est servi par la banque ou par la compagnie d'assurance qui vous le gère, il existe parce qu'il existe un marché financier. Ce n'est pas l'argent qui dort quelque part et qui on donne un rendement. Le rendement est possible parce qu'ils sont placés sur les marchés financiers. Et donc évidemment, ces marchés fonctionnent parce qu'il y a deux catégories d'agents. Il y a ceux qui ont la capacité de prêter, donc capacité de financement, qui vont demander des titres, et qui sont donc très généralement les ménages et quelquefois les entreprises. Et puis les agents qui ont besoin de cet argent pour réaliser leurs projets, très généralement les États et également les entreprises. Et donc avec les trois catégories que j'ai citées auparavant, du marché obligataire, du marché d'échange et du marché des actions. Donc le marché obligataire, c'est là où s'équilibre cette offre et cette demande d'épargne à travers des titres que sont les obligations, et on va en venir à la définition. Le marché des actions, c'est le même type d'équilibre, mais pour des entreprises, donc à travers les actions. Et le marché d'échange, c'est la même chose, mais spécifiquement quand vous souhaitez en fait intervenir dans un endroit dont la monnaie n'est pas la vôtre. Donc on pourra acheter des titres ou des actions qui ne sont pas libellées en euros, mais libellées en dollars, libellées dans la monnaie chinoise, en renminbi ou libellées dans toute autre monnaie. Alors, une action ou une obligation, vous en avez en bas la définition. Donc, elles n'ont pas vraiment, je dirais, le même objectif. Quand vous achetez une obligation, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est vous achetez en fait un titre, et ce titre est un titre de dette. C'est une créance que vous avez sur celui à qui vous prêtez. Donc on pourrait à la limite imaginer que, je ne sais pas si ça va choquer monsieur le professeur, mais au sein de cette classe, on crée un marché. Donc il y en a certains d'entre vous qui éventuellement ont l'argent de poche, il y en a certains d'entre vous qui l'épargnent, et mettons tout d'un coup vous vous trouvez à la tête de 100 euros. Et vous vous dites, ce 100 euros, j'en ai pas l'utilisation. C'est un cas peut-être tout à fait théorique. Et donc il y a quelqu'un dans la classe qui a besoin de 50 euros. Et il vous dit, bah, je te le rendrai 50 euros, mais aujourd'hui on est au début de la première, je te le rendrai à la fin de la terminale, donc dans 18 mois. Et donc vous lui dites, ok, mais tu ne me rendras pas 50 euros, tu me rendras 52 euros. Et tu me les rendras. Bah, une obligation, c'est ça. Une obligation, c'est une promesse de remboursement qui est faite sur une certaine maturité, qui généralement... c'est plusieurs années. En moyenne, notamment, il y a beaucoup d'obligations. Les maturités de référence, c'est 10 ans. Donc, c'est remboursé au bout de 10 ans. Et pour compenser le fait que vous n'allez pas utiliser cet argent pour vous pendant 10 ans, donc c'est une perte pour vous, puisque vous allez l'immobiliser pendant 10 ans. On ne vous rembourse qu'au bout de 10 ans. On ne vous rembourse pas par anticipation. On vous rembourse au bout de 10 ans. C'est remboursé à terme. Donc pour compenser le fait que vous n'utilisiez pas votre propre argent pendant 10 ans, on vous paie une compensation, et la compensation, c'est l'intérêt. On vous paie ce qu'on appelle un coupon, d'un point de vue technique. Donc supposons que vous prêtiez cette fois 100 euros, que vous soyez remboursé dans 10 ans, et bien mettons que le taux d'intérêt, aujourd'hui ils sont très bas, il est à 1%. Ce qui est plausible, puisque 1%, par exemple, c'est le taux d'intérêt à peu près qui existe sur la dette de l'État italien. Donc tous les ans, à une date donnée, qui peut être un mois, un jour précis, vous recevrez 1% de 100 euros, donc 1 euro tous les ans, pendant 2 ans, pour vous compenser du fait que ce 100 euros, vous n'allez pas l'utiliser pendant 10 ans. Une obligation, c'est ça. C'est un titre de créance avec une rémunération contre l'échange d'une promesse de remboursement du capital, tel qu'il existe au départ, avec une compensation sous forme d'intérêt. Une action, c'est très différent. Une action, c'est quelque chose que vous achetez à un instant donné, dans lequel vous achetez deux choses, en fait. Vous achetez à la fois un droit de propriété, donc un droit d'intervenir dans la gestion d'une entreprise, et vous achetez également
la capacité de toucher une partie des profits de cette entreprise. Mais là, vous n'avez pas de garantie. L'entreprise peut ne pas faire de profit, voire l'entreprise peut faire des pertes. Et donc, vous pouvez très bien avoir une action qui ne vous rapporte rien. Mais en sens inverse, vous pouvez acheter une entreprise, par exemple, si vous aviez acheté une entreprise, certaines de ces entreprises qu'on appelle aujourd'hui des start-up, si vous aviez acheté au moment de l'introduction en bourse de Blablacar une action, vous auriez aujourd'hui cette action qui serait valorisée beaucoup plus qu'au départ. Et donc là, votre profit associé serait beaucoup plus important. Le chiffre de 1% que je vous ai cité pour une obligation, lui, ne serait pas de 1, mais de 10, de 20, de 30% de bénéfices. Donc acheter une action, c'est faire un pari différent, qui est un pari en fait sur le rendement en acceptant plus de risques. Acheter une obligation, c'est avoir un peu de rendement et peu de risques. Acheter une action, c'est avoir, si possible, peut-être beaucoup de rendement, mais en contrepartie, plus de risques. Et notamment plus de risques éventuellement de ne pas retrouver la mise initiale. Alors, maintenant, comment les marchés fonctionnent? C'est qui les agents qui ont des besoins de financement? Parce qu'il faut partir, en fait, le point de départ, c'est ceux qui en ont besoin. Les marchés existent parce que certaines personnes ont besoin que d'autres leur prêtent de l'argent pour pouvoir réaliser leurs projets. Alors, ici, on vous a mis des chiffres récents du cas français. Et donc, en France, les deux principaux acteurs économiques qui ont des besoins pour réaliser leurs projets, ce sont les institutions publiques, ce qu'on appelle les administrations publiques et au premier rang l'État. Vous voyez bien notamment dans ce tableau que l'État, il y a un chiffre de déficit total de 60 milliards et que l'État a un chiffre même plus élevé que ce total de 60 milliards. Donc c'est essentiellement l'État en France. Et puis ce sont également les entreprises. Les entreprises ont un besoin de financement par rapport à leur projet également qui est beaucoup plus minime que celui de l'État, mais qui est également important. Ça peut être aussi un ménage. En effet net, on verra que les ménages sont de l'autre côté. Les ménages sont les prêteurs. Mais les ménages aussi s'endettent, notamment pour acheter une maison ou un appartement. L'entreprise, c'est pour financer un nouveau projet, un nouvel équipement, par exemple, si c'est une usine. Et l'État, ça peut pour développer une nouvelle infrastructure. Dans certains pays, comme la France, ça peut être aussi pour financer de la dépense courante. Il y a une partie des salaires des fonctionnaires de l'État en France, et notamment de l'éducation nationale, qui sont payés tous les ans par une émission de dette. Donc ça peut être aussi pour des dépenses qu'on qualifie économiquement de dépenses courantes. Alors ça, c'est les acteurs qui ont des besoins de financement. Quels sont ceux qui ont des capacités? Quels sont ceux qui peuvent offrir de l'argent, offrir des fonds? Et donc là, en premier lieu, ce sont les ménages. Ce sont les familles, ce sont les individus qui mettent de côté une partie de leurs revenus, ce qu'on appelle donc l'épargne des ménages. Alors vous voyez qu'en France, ce montant est élevé. L'épargne brute des ménages, c'est 200 milliards d'euros. L'épargne nette, c'est 120 milliards d'euros. Et on fait partie d'ailleurs des pays, vous l'avez sur cette présentation, où la proportion du revenu qui est épargné en France tous les ans est élevée. Environ 14% de ce que gagne l'ensemble des ménages en France est épargné tous les ans. Et qu'on est donc plutôt dans la fourchette haute, puisqu'au-dessus de nous, il y a les pays, l'Allemagne et les pays nordiques, et que par contre, vous voyez bien que par exemple le Royaume-Uni ou les pays ibériques sont à seulement 5% de leurs revenus qui sont épargnés. Alors d'ailleurs, les économistes se posent des questions. Pourquoi les Français épargnent-ils autant? Alors il y a toute une série d'explications. Il y en a deux qui sont utilisées. Je vais vous faire une explication économique et puis une explication historique, qui ne sont que des explications. Il y en a peut-être d'autres possibles. Pourquoi les Français sont plus fourmis que cigales? Il y a une première explication qui est ce qui est un concept qu'en économie, mais je ne pense pas que vous l'ayez vu, puisque c'est quelque chose
d'assez complexe qu'on appelle, alors le terme technique c'est équivalence ricardienne. Vous allez me dire de quoi nous parle-t-il? C'est assez simple, c'est de dire, en France vous savez qu'aussi qu'on a des institutions publiques qui sont importantes. Il y a un niveau de dépenses publiques qui est élevé, qui est un choix social de la société française dans son ensemble, à la fois pour l'État, pour les collectivités locales et pour la sécurité sociale. Et ça fait longtemps maintenant que ces institutions se financent en émettant de la dette. Mais un jour, la dette, il faut la rembourser. Et donc l'équivalence ricardienne, c'est de dire que les ménages anticipent qu'un jour, comme la dette est importante, un jour on se retournera vers eux et on leur demandera de payer plus d'impôts. Et donc ils épargnent pour faire face à ces impôts futurs dont ils estiment la probabilité de manière assez élevée. C'est ce qu'on appelle ce terme d'équivalence ricardienne et qui, dans le cas français, est plausible compte tenu des caractéristiques que je viens de dire. Après, par exemple, si on fait la comparaison entre la France à 14% ou le Royaume-Uni à 5%, il y a probablement aussi un héritage historique. Vous savez, quand on regarde la révolution industrielle dans les deux pays, la caractéristique de la France, c'est qu'elle l'a fait très progressivement. Même si on a été parmi les pays qui l'ont fait en premier, elle l'a fait très progressivement. Et notamment la proportion pendant longtemps en France entre le secteur agricole et le secteur industriel. On a conservé pendant très longtemps en France une proportion de gens travaillant dans l'agriculture beaucoup plus élevée qu'au Royaume-Uni. Puisque, sauf erreur de ma part, je crois que c'est ce recensement de 1932 que la population active agricole devient inférieure à la population active industrielle. Au Royaume-Uni, c'est au milieu du XIXe siècle, donc 80 ans auparavant. Donc on a un héritage historique, nous Français, et pas uniquement à Luçon, qui est d'être les descendants plus ou moins lointains de toute une série de petits propriétaires paysans. Ça, c'est la conséquence aussi de la Révolution française et de la vente des biens nationaux associés. Et que d'un point de vue historique, pour un petit propriétaire paysan, ce qui était important, c'était effectivement aussi d'épargner pour accroître la taille de son exploitation, pour acquérir le champ à côté du sien et avoir plus de capacité et donc plus de patrimoine à transmettre à ses héritiers. Il y a peut-être aussi, dans ce côté valorisation de l'épargne, cet héritage historique qui est longtemps resté le cas en France. Alors, il y a une petite curiosité que je vous ai mis, curiosité par rapport à nous, qui est que certains États sont en excédent budgétaire. Donc, par exemple, l'Allemagne et les Pays-Bas, vous voyez, l'Allemagne a quasiment l'excédent budgétaire du déficit français. Nous, on a 60 milliards de déficit, l'Allemagne a quasiment 60 milliards d'excédent. Et les Pays-Bas ont également 10 milliards. Donc, on peut se trouver dans une situation où les États peuvent également être des acteurs à capacité de financement, mais ce n'est pas le cas en France. Alors, un point intéressant, c'est, comme on a vu que les chiffres des marchés étaient très importants, évidemment, ce qui compte en la matière, c'est l'accumulation de ces chiffres. Donc, ce qui compte, c'est d'introduire la notion de patrimoine, c'est-à-dire donc plus une notion de flux, l'épargne que vous mettez de côté chaque année, mais le cumul de cette épargne et le cumul de ce rendement associé et éventuellement réinvesti également de cette épargne. Donc, ce qui constitue le patrimoine des ménages. En France, le patrimoine des ménages est très important. En 2018, d'après les chiffres de l'INSEE, c'est plus de 11 000 milliards d'euros. Il faut savoir que le revenu des ménages en France, en moyenne, en 2018, la même année, c'était 1 400 milliards d'euros. Donc le patrimoine des ménages en France, c'est à peu près 8 ans de revenus. Donc c'est un montant de patrimoine qui est élevé, qui est répandu, on va y revenir, et qui est peu risqué globalement. Pourquoi je dis qu'il est répandu ? Parce que vous voyez, 93% des ménages ont au moins un actif financier dans leur bilan. Donc tout le monde en France a quelque chose, et notamment quasiment tous les ménages en France ont un livret d'épargne, et notamment donc un livret d'épargne, non pas bancaire, mais un livret d'épargne garanti que distribue la Caisse des dépôts ou le livret A, donc, ou les banques en question. Et puis 60% des ménages ont un bien immobilier, une maison
ou un appartement. Alors, les 60% n'ont pas un bien immobilier entièrement, hein. C'est-à-dire à peu près les 2 tiers ont un bien immobilier qu'ils ont remboursé, donc qui leur appartient intégralement à 100%. Et le tiers des 60%, donc 20%, sont des gens en train d'accéder à la propriété, qui sont en train de rembourser leur emprunt pour accéder à la propriété. Et donc on estime qu'aujourd'hui, à peu près 75% de ces 11 000 milliards de placements sont sur des placements sans risque, livret A, compte d'assurance vie, etc., qui n'exposent pas, compte tenu des caractéristiques contractuelles, à une perte en capital de la part de ces mêmes ménages. Donc on retrouve le côté prudent, peut-être le côté prudence paysanne, des Français à travers ces chiffres. Vous voyez que les chiffres sont énormes. 11 000 milliards. C'est un chiffre important. C'est un chiffre qui m'a servi, moi, dans ma vie professionnelle. Quand j'étais directeur de l'agence France Trésor, c'est un des arguments que j'utilisais de manière systématique pour expliquer à tous les investisseurs du monde entier que acheter des titres de dette de l'État, de la République française, c'est un placement sûr. Pourquoi c'est un placement sûr? Parce qu'il y a plusieurs caractéristiques, et notamment, il y a une énorme capacité d'épargne en France. Donc si un jour, pour des raisons auxquelles on va venir dans la partie crise financière, il y a une défiance qui se manifeste à l'égard des titres de dette français, d'investisseurs étrangers, les gouvernements français auront toujours la réserve d'épargne française pour pouvoir financer leur propre dette. Donc il y a un stock, si vous voulez, qui sert aussi de garantie implicite au financement de cette dette, à travers donc le montant de l'épargne française importante. Alors, voilà un peu, je vous ai décrit donc les différents agents. Les marchés. À quoi ça sert d'avoir des marchés financiers? Parce qu'on pourrait imaginer d'autres méthodes pour faire rencontrer ceux qui ont de l'argent à prêter et ceux qui ont des besoins d'argent. Et d'ailleurs, pendant longtemps, dans l'histoire économique du monde, ça a été le cas. Et il n'est pas besoin d'aller très très loin en arrière. Ici, nous sommes à Luçon. Donc, je vous ai dit dans la vidéo que ça avait été, il y a fort longtemps, l'évêché de Richelieu. Richelieu, vous savez, il a été Premier ministre de la France, de 1624 à sa mort en 1642. Et il a mené une politique, qui est une politique étrangère très active, dans laquelle il voulait que le roi de France soit le roi le plus puissant d'Europe. Et qu'il conteste pour ça la supériorité à l'époque de la monarchie des Habsbourg, donc qui était à la fois du côté Autriche, une Autriche grande, la future Autriche-Hongrie, et du côté espagnol, qui étaient les descendants de Charles Quint et de la querelle qui existait entre Charles Quint et François Ier. Pourquoi je prends un tel recul? Parce que Richelieu, quand il a voulu que la France devienne la première puissance en Europe, pour ça, il est intervenu de manière indirecte puis directe dans le conflit qui à l'époque existait en Europe, qui s'appelle la guerre de 30 ans, qui a eu lieu dans l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie actuelle, qui est une querelle entre les catholiques et les protestants. Mais pour pouvoir intervenir, il fallait augmenter significativement la taille de l'armée. Et il fallait, le roi de France, à l'époque, les impôts rentraient peu, ou rentraient mal, voire rentraient pas du tout. Les mêmes ancêtres paysans n'aimaient pas trop qu'on prélève des impôts sur leurs revenus. Et certains d'ailleurs n'étaient pas capables de payer. Donc à l'époque, pour pouvoir financer la guerre, il existait des groupes qu'on appelait des partis de financiers qui en fait étaient des personnes qui allaient chercher l'argent où elles se trouvaient, notamment dans les grands nobles, les grands propriétaires terriens qui étaient les grands nobles, et certains bourgeois, notamment de négociants, et qui faisaient donc des groupements de cette manière et qui prêtaient l'argent au roi de France pour pouvoir que celui-ci augmente la taille de son armée et puisse faire la guerre. Donc c'était quelque chose qui n'était pas un marché,
C'était quelque chose complètement de gré à gré, sans règles établies, même s'il y avait des répétitions en la matière. Et donc, ce n'était pas un marché. C'était complètement ponctuel, complètement pas organisé, complètement pas régulé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce sujet, il y a d'excellents bouquins de différents auteurs en la matière, pas uniquement sur lui, mais aussi sur Colbert, qui est un personnage connu aussi en tant que ministre des Finances. Donc les marchés financiers, en fait, c'est l'institution qui est apparue progressivement pour que cette collecte d'argent soit organisée de manière vaste, de manière protégée, de manière réglementée, avec un certain degré de transparence qui n'a cessé de s'accroître au fil du temps. Alors il y a 3 avantages, si vous voulez, à avoir un marché financier qui sont ici énumérés. Le premier avantage, c'est que si vous voulez prêter de l'argent, ça vous permet d'avoir une meilleure sélection des projets que vous pouvez financer avec votre argent. Avoir un marché, en fait, c'est avoir des institutions qui peuvent comparer de manière le plus homogène possible les caractéristiques de chaque placement, de chaque investissement. Et donc, ça permet normalement de mieux sélectionner les meilleurs investissements ou de les répartir catégorie par catégorie qui sont homogènes. Donc, c'est la première avantage, une meilleure sélection. Le deuxième avantage, c'est que placer son argent, prêter son argent, ça comporte par définition toujours un risque. Et donc, si le marché est vaste, s'il y a beaucoup d'acteurs, alors la gestion des risques peut effectivement être organisée, peut être répartie en fonction des caractéristiques que vous souhaitez, encore une fois, de rentabilité ou d'absence de risque. Et donc, ça permet d'assurer globalement une meilleure protection pour ceux qui y interviennent. C'est la deuxième caractéristique. Et puis le troisième point, c'est la meilleure souplesse. Dans la vie, il y a toujours des accidents. Donc, par exemple, c'est un événement qui existe assez fréquemment dans le monde moderne, qui n'est pas toujours très agréable. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un et vous pouvez divorcer. Vous pouvez avoir acheté avec cette personne un bien immobilier, et donc vous pouvez après, si vous n'êtes plus avec cette personne, vouloir le vendre. Et donc pour ça, il faut que la capacité que vous ayez à le vendre soit réelle, soit présente. Et donc les marchés financiers, si vous avez une épargne commune, ça vous permet d'être en capacité de relativement facilement se désinvestir et pour une banque de effectivement le faire à votre place. Donc c'est aussi la caractéristique de la meilleure souplesse que d'un point de vue technique, on appelle donc la liquidité. Et après, on vous a donné donc différents exemples de pourquoi effectivement il existe des marchés. Il existe des marchés parce que vous pouvez avoir un problème de trésorerie à gérer, un décalage entre vos recettes et vos dépenses. Vos dépenses peuvent être beaucoup plus régulières que les recettes que vous pouvez, ou les revenus que vous pouvez avoir, notamment si vous avez une activité qui n'est pas une activité salariée. Hein. Si vous êtes artisan ou commerçant, vous pouvez avoir un décalage important en termes de revenus et de dépenses. Il y a aussi le fait que vous avez de temps en temps des montants de projets à réaliser qui dépassent de beaucoup votre capacité initiale. Et donc, il faut qu'on vous apporte de l'argent pour pouvoir la réaliser. Il y a très peu de monde qui est capable d'acheter cash d'un seul coup la maison dans laquelle il habite. Très peu de gens ont les ressources nécessaires parce que généralement, c'est plusieurs années de revenus. Donc, il est nécessaire qu'il existe une institution, alors cette fois c'est une banque qui est un intermédiaire, qui ait l'argent nécessaire pour vous la prêter, vous-même n'ayant pas la capacité de le faire. Donc, c'est en cas d'investissement important. Et puis aussi parce que si vous avez de l'argent à placer, vous n'avez pas forcément la compétence pour suivre au jour le jour la manière de le placer. Et c'est pour ça d'ailleurs, et on vous l'a indiqué en bas, qu'il existe des institutions, que sont les banques, qui servent aussi d'intermédiaires en la matière. Alors, ça c'est... Et donc, l'idée que je voudrais vous donner, c'est un peu une idée aussi un peu
provocatrice, entre guillemets, par rapport à ce qui peut vous être dit, en tout cas généralement, au moins dans certains médias. Les marchés financiers, en fait, c'est un facteur de protection et c'est un facteur d'autonomie. C'est justement ne pas dépendre du face-à-face des personnes que vous connaissez par ailleurs. C'est pouvoir aller appeler de l'épargne, de l'argent, de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont néanmoins investir en vous, dans vos projets, parce qu'il existe ce marché qui sélectionne les risques, qui permet de choisir les investissements et dans lequel ils vont potentiellement être intéressés. Là encore, pour prendre un exemple concret, la dette française aujourd'hui, la dette de l'État, que j'ai gérée pendant 5 ans, la moitié des investisseurs qui en achètent, ce sont des investisseurs non seulement qui ne sont pas français, mais qui ne sont pas européens, qui viennent d'Asie, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Amérique latine. Et c'est un atout qu'il y ait ces investisseurs. Pourquoi c'est un atout? Parce que ce sont des gens qui ont des motifs d'investir qui sont très différents les uns des autres. Et donc, plus vous avez une grande diversité d'investisseurs, plus c'est une sécurité pour vous, pour pouvoir à tout moment être en capacité pour vous de vous financer et de financer vos projets. Donc aujourd'hui, soyons concrets, il y a une partie des investissements que réalise l'État qui sont réalisés grâce à de l'épargne chinoise, japonaise, singapourienne, saoudienne, qatari, colombienne, brésilienne, etc. Et c'est une bonne chose. Alors, quels sont les acteurs sur ces marchés? Quels sont donc ceux qui investissent, qui vont prêter l'argent, et quels sont ceux qui vont demander de l'argent, donc les investisseurs et les émetteurs? Alors, dans les investisseurs, vous avez une catégorie qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors, c'est ceux dont le métier, justement, c'est d'investir. Le métier, c'est d'organiser la collecte de l'épargne qui n'est pas la leur et de l'investir d'une façon qui est organisée et réglementée. Alors, dans ces investisseurs institutionnels, vous avez une catégorie très particulière qui sont les banques centrales et les fonds souverains. Les banques centrales, on va y revenir après, elles ont un rôle autre essentiellement, mais les banques centrales, elles ont aussi des fonds en réserve. Quand un pays fait des excédents commerciaux, son épargne s'accroît, il accumule des réserves en devises, et ces réserves en devises, il veut aussi qu'elles ont un certain rendement, donc il les place. Donc par exemple, pendant très longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans les journaux, aux actualités télévisées, à la radio ou sur Internet, que la Chine finançait les États-Unis. Ça veut dire simplement que pendant très longtemps, comme la Chine, vous savez, a eu un développement économique extraordinaire, environ 7 à 10% de croissance pendant plus de 30 ans, elle l'a fait en exportant, en étant une base industrielle qui est allée conquérir des marchés, notamment dans les pays développés. Et donc ces exportations ont été plus importantes que ses propres importations. Donc elle a accumulé des revenus et de la ressource associée. Et cet argent, elle l'a placé. Et il y a une banque centrale de Chine qui a eu des centaines de milliards d'euros ou de dollars à placer et qui a acheté en premier lieu de la dette américaine. Après, il y a d'autres institutions. Dans le cas français, il y a par exemple les compagnies d'assurance. Donc encore une fois, si vous avez un contrat d'assurance vie, votre argent, il ne dort pas dans votre compte, il est placé sur les marchés financiers. Vous avez un rendement annuel chaque année, ou vos parents plutôt ont cela, s'ils en ont un, parce que cet argent est placé sur les marchés financiers. Vous avez ce qu'on appelle des gérants de fonds. Alors, gérant de fonds, ça peut être par exemple la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts qui gère le livret A, pas tout, mais la plus grosse partie du livret A, place cet argent sur les marchés financiers pour pouvoir servir les intérêts voulus du livret A. Vous avez les caisses de retraite. Les caisses de retraite en France, pas toutes, mais ce qu'on appelle les retraites complémentaires pour les gens qui travaillent dans le privé, Argic, Arco, qu'ils soient cadres ou non cadres,
placent leurs excédents sur les marchés financiers. Vous avez les caisses de retraite aussi, il y en a quelques-unes qui sont par capitalisation. En France, par exemple la caisse de retraite des professions libérales, ils placent leur argent sur les marchés financiers. Et puis vous avez d'autres pays qui ne sont pas organisés comme nous en termes de retraite, qui ont des fonds de pension, notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui effectivement interviennent également sur les marchés financiers. Les banques elles-mêmes, elles ont une trésorerie, elles la placent sur les marchés financiers. Et quelquefois, vous avez des entreprises qui les font. Alors, quels sont ceux qui émettent? Encore une fois, de loin, les plus importants, c'est les États et toutes les institutions publiques. Alors, j'ai appelé, entre guillemets, les agences de démembrement, puisque collectivités locales ou organismes de sécurité sociale. Il y a les entreprises qui le font soit en levant des capitaux propres, donc via les actions, soit en empruntant, les obligations, on en a parlé. Et puis également les institutions financières comme les banques qui peuvent le faire généralement sur des titres avec des échéances de maturité courtes. Alors pour terminer cet aspect présentation, je vous ai fait, on ne se refait pas, un petit focus sur mes amours d'antan, la dette publique française. Alors c'est des chiffres qu'on vous a mis là qui sont des chiffres 2018 puisque l'année 2019 n'est pas terminée. Donc première idée, la France a un des gros programmes de financement. Tous les ans, elle va chercher une part importante de ses revenus. Ça vous concerne tous, hein, puisque notamment en plus, vu votre âge, la dette, elle est devant vous. Donc le programme de financement en France aujourd'hui, c'est l'ordre de 200 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire qu'il y a 200 milliards de déficit. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 60 milliards de déficit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la dette précédente qui vient à échéance et qui est renouvelée. Alors, je ne vais pas vérifier ces chiffres exacts puisqu'il peut y avoir d'autres subtilités, mais en gros, il y a les 2/3 du programme que l'on va chercher chaque année sur les marchés financiers pour l'État, pour la République française, c'est réémettre de la dette qui est venue à échéance, qui est venue à maturité. Et puis, il y a après le fait qu'il y a une nouvelle dette à émettre pour couvrir le déficit de l'année. Les conditions de financement aujourd'hui sont extrêmement favorables. Le 0,53 qui est sur la dette à moyen-long terme de l'année dernière, en 2019, au 31 octobre, il est à 0,13. Aujourd'hui, du fait des circonstances, et on pourra y revenir, l'État se finance en France gratuitement. Puisque payer un intérêt de 0,13% quand la maturité moyenne est de 8 ans, c'est se financer gratuitement. C'est très inférieur à l'inflation régulièrement. Donc voilà, on a des conditions de financement extrêmement favorables. Comme je vous l'ai indiqué, ce qu'on appelle les non-résidents, ce sont les investisseurs qui ne sont pas français. Donc à peu près la moitié de cette dette est détenue par des non-résidents. Alors, il y a un élément à avoir en tête. La moitié de cette moitié, ce sont des investisseurs de la zone euro. Donc ce ne sont pas vraiment des non-résidents. Si on considère qu'on fait partie, à juste titre, de la même zone monétaire, les investisseurs qui achètent la dette française, les 3/4 d'entre eux sont dans la même monnaie que nous. Et donc ont des liens économiques et financiers avec nous qui sont très forts. Et 1/4 seulement sont en dehors de la zone euro. Et donc une dette qui est aujourd'hui très forte, hein, presque 100% du PIB, mais qui existe aussi à la fois pour les entreprises et pour les ménages, pour des proportions qui sont bien plus faibles. Voilà, donc ça termine la première partie. Alors, ma deuxième partie, c'est sur les crises financières. Puisque je vous ai dit qu'en gros, les marchés financiers, ça sert à collecter et à valoriser de l'information entre ceux qui veulent prêter de l'argent et ceux qui veulent en recevoir pour accomplir leurs projets. Et évidemment, ce sont des êtres humains hein, qui échangent et il peut y avoir une information qui est, pour différentes raisons, soit imparfaite, soit incomplète. Et si l'information est imparfaite ou incomplète, ça peut générer un certain nombre de configurations, de cas, des crises financières.
Donc, on vous a mis là 4 cas possibles qui, évidemment, peuvent se combiner. Le premier cas, le cas le plus grossier, c'est celui où vous achetez quelque chose, où vous prêtez de l'argent à quelqu'un, et l'information qu'il vous a donnée est fausse. Le cas le plus emblématique, c'est le cas de la crise de la dette grecque, qui a commencé en 2009 et qui a donc a duré pendant de longues années. Pourquoi je dis que c'est le cas le plus emblématique? Parce que là, c'était effectivement le cas. Les gouvernements grecs, pendant plusieurs années, avaient donné à leurs partenaires européens et aussi aux marchés financiers qui les finançaient des informations fausses sur leurs chiffres de déficit et sur leurs chiffres de dette. Fausses, on l'a vu en 2009, mais aussi sur des années précédentes, pour des montants qui étaient importants, notamment quand entre guillemets, l'alerte est arrivée en 2009, le gouvernement grec de l'époque a dû obligé de reconnaître que ce qu'il avait envoyé comme prévision initiale, il l'avait sous-estimé par un facteur 2. Il disait que j'avais un déficit de 5 ou 6% de son PIB. En fait, il avait un déficit de 12%. Donc, évidemment, quand vous êtes dans cette configuration, ça veut dire que ce que vous achetez n'a pas du tout la même valeur qu'initialement. Et donc, vous avez un reflux, j'allais dire, instantané et massif de tous ceux qui souhaitent l'acheter. On pourra revenir sur la crise de la dette grecque si vous le souhaitez. Deuxième problème qui arrive assez souvent, c'est quand il y a des nouveautés. C'est donc l'incertitude sur la valeur. Au début des années 2000, donc, il y a eu des premières entreprises qui se sont créées à partir d'éléments sur Internet. Il y a eu différentes innovations, différentes propositions de services qui ont été faites. Mais comme elles étaient nouvelles, les investisseurs qui avaient acheté ces entreprises ne savaient pas, in fine, quels étaient ceux qui allaient ou pas réussir, quels étaient ceux qui allaient rencontrer un marché, au sens des gens souhaitant avoir ce type de service. Et donc la valorisation des actions des entreprises intervenant sur ce marché était compliquée et ça aboutit au début des années 2000 à l'éclatement de ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire des valorisations trop élevées pour ceux qui n'ont pas trouvé leur marché. Troisième cas, qui peut se relier à la crise de la dette grecque, c'est la perte de confiance envers un émetteur, envers une banque. Donc là, je vous ai rappelé ce qui a déclenché la crise financière en 2008, qui est la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, qui avait en fait donné là aussi des informations sur une partie de la gestion des prêts immobiliers dits subprime, donc pour les gens les plus modestes, qui n'étaient pas exacts et qui a abouti de ce fait à être en position de faillite et qui a effectivement fait faillite. Quatrième possibilité, qui est la plus complexe, c'est quand tout le monde fait la même chose. C'est quand il existe une partie du marché où vous avez du mal, à un moment donné, à trouver soit des acheteurs, soit des vendeurs, parce qu'on estime que c'est le titre de dette ou l'action à acheter ou le titre de dette ou l'action à vendre en priorité. Et donc ça, on vous va donner un exemple qui est très connu dans les bouquins d'économie qui s'appelle la bulle des tulipes, qui s'est passée aux Pays-Bas donc au XVIIe siècle, quand depuis très longtemps donc, les Pays-Bas sont une région qui produit des fleurs et dans laquelle la catégorie de tulipes en question et la manière dont le prix allait évoluer de ces exportations futures a été valorisée à l'extrême. Pourquoi ça a été valorisé à l'extrême? Pour des raisons techniques doubles. Un, parce qu'il y avait un long délai de production du moment entre on achetait le bulbe de tulipe et le moment où ça devenait un champ de tulipes, donc qui était de plusieurs années, et aussi parce que le paiement était fait très longtemps après. C'était un marché dit à terme, et donc ça générait des capacités effectivement de se tromper sur la valorisation du prix de ces tulipes. Alors, dans les crises financières, il y a deux types de crises à chaque fois. Il y a la crise des banques, qui sont toutes les institutions intermédiaires entre les ménages et ces marchés. Il y a les crises des marchés eux-mêmes, quand vous êtes acteur directement sur les marchés. Et puis il y a les crises de liquidité et de solvabilité. La crise de solvabilité, c'est quand il y a un doute
important, effectif, sur votre capacité à rembourser. Vous avez emprunté 100 euros, et pour une raison X, Y, Z, qui peut être une combinaison de ces 4 éléments, les personnes qui vous ont prêté considèrent que vous n'avez pas la capacité de rembourser 100 euros, mais seulement 50 euros. Une crise de liquidité, ce n'est pas quand il y a une interrogation sur votre capacité de rembourser in fine, c'est quand vous n'avez pas l'argent immédiatement pour payer une de vos échéances. Donc dans le cas présent que je vous avais donné comme exemple, je prête 100 euros, je me fais rembourser à échéance de 10 ans, c'est la capacité que vous ayez à verser le pourcentage d'intérêt que vous vous êtes engagé à payer, donc le 1 euro un jour, à un moment donné, ou au moins à la date que vous avez convenue. Évidemment, les deux peuvent se combiner ensemble, notamment la crise de la dette grecque a été une crise de solvabilité qui a eu des conséquences en termes de crise de liquidité. Alors pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut garantir la qualité de l'information. On va voir, il y a un certain nombre d'acteurs qui servent à faire cela. Deuxièmement, il faut qu'il y ait le plus d'intervenants possible sur ces marchés, pour que justement on ne soit pas en situation ou le moins possible de mimétisme, qu'il y ait toujours des acheteurs ou des vendeurs sur ces marchés, qu'il y ait toujours ce qu'on appelle une contrepartie possible. Et troisièmement, pour garantir cette qualité d'information, cette diversité, il faut qu'il y ait des institutions indépendantes, indépendantes des marchés eux-mêmes et indépendantes des autorités politiques, qui régulent ces activités et qui appliquent des règles pour encadrer la manière dont ces activités et dont la solidité des acteurs est évaluée. Donc là, on vous a mis 4 types d'acteurs qui interviennent dans justement cette régulation des marchés pour que les marchés fonctionnent bien ou le moins mal possible. Première catégorie d'acteurs, c'est ceux qui vont certifier l'information. C'est ce qu'on appelle les commissaires aux comptes ou les auditeurs. Toutes les grandes entreprises, et même la plupart des petites entreprises, ont des commissaires aux comptes. La banque que je dirige a des commissaires aux comptes, on en a 3, qui certifient que les chiffres que l'on publie sont exacts. Qui certifient que les chiffres que l'on publie sont exacts, qu'ils ont été évalués de la bonne façon et que les projections que l'on fait sont raisonnables. Et les acteurs en question, eux-mêmes, sont sanctionnables si la certification des chiffres en question n'est pas exacte. Il peut y avoir des sanctions de nature disciplinaire, il peut y avoir des sanctions de nature pécuniaire, il peut y avoir des sanctions de nature pénale. Si l'infraction est importante, les commissaires aux comptes, et ils sont responsables aussi, les associés de ces cabinets sont responsables individuellement, peuvent aller en prison. Deuxième certification, analyse de l'information, ce sont les agences de notation qui évaluent la qualité des émetteurs, qui leur donnent une note. Donc il y a une échelle de notes qui va entre guillemets, comme pour vous, de 0 à 20. Et donc le 20 sur 20, c'est ce qu'on appelle le triple A, dont vous avez peut-être entendu parler quand il y a eu les différentes crises de dette, notamment des États. Et les notes qui ont 0, c'est D comme défaut. Après, il y a C, il y a B, enfin, différentes catégories. Ces agences, d'ailleurs, au départ, n'étaient pas suffisamment réglementées et régulées. Et depuis la crise financière de 2008, il y a eu notamment une réglementation européenne, une loi européenne qui a été adoptée pour accroître à la fois leur transparence, la périodicité de publication de leur information et les sanctions applicables si, là aussi, l'information qui leur a été donnée n'était pas exacte. Et elles sont supervisées en Europe au niveau européen. Troisième catégorie, c'est tout ce qui supervise les acteurs de ces marchés, donc notamment les banques, avec les superviseurs au niveau national. En France, c'est l'ACPR. Au niveau international, et puis ceux qui supervisent les marchés financiers, qui ne sont pas des marchés autres, qui sont notamment les marchés financiers pour les émissions de dette ou encore plus pour la partie action. Par exemple, quand moi, mon entreprise
fait des émissions de dette, elle est soumise à une autorisation pour chacune des émissions qu'on fait. On écrit un petit document qu'on appelle prospectus, on donne à l'autorité des marchés financiers et elle vérifie ce que nous y mettons dedans comme information. Et on ne peut pas aller émettre une nouvelle dette sans avoir le visa, sans avoir l'accord de l'autorité des marchés financiers, qui là aussi peut sanctionner. Elle peut faire un blâme public, elle peut éventuellement, si quelqu'un a fait une faute grave, lui interdire d'exercer cette activité, ou elle peut prendre des sanctions pécuniaires qui peuvent représenter un montant assez important de l'activité en question, de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, dans ces différents acteurs, il y en a un qui est un peu particulier, qui est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est la banque des banques, si vous voulez. C'est un arbitre, mais un arbitre très actif. C'est plus qu'un arbitre usuel d'un match de sport, c'est quelqu'un qui intervient dans le jeu, entre guillemets. Elles ont plusieurs fonctions. Alors, il y a des fonctions que, notamment pour la partie d'entre vous qui est en terminale, vous avez vues, donc qui est d'émettre déjà ou de réguler les systèmes de paiement et de règlement, de veiller à ce que ces instruments de paiement ils conservent un pouvoir d'achat le plus constant possible aujourd'hui et dans le futur, donc de maîtriser l'inflation. Et puis également, elles ont un rôle de stabilité financière, notamment vis-à-vis des banques. Elles supervisent et elles réglementent l'activité des banques. La banque que je dirige est, par exemple, supervisée par la Banque centrale européenne. Et hier, j'étais à Francfort pour rencontrer des personnes de la Banque centrale européenne avant de venir vous voir ici. Mais la fonction, dans le cadre des marchés, qui nous importe le plus, c'est ce qu'on appelle cette fonction de prêteur en dernier ressort. La Banque centrale européenne, c'est celle qui peut créer sa propre monnaie et qui peut le faire sans limite. Donc en quoi elle est utile comme prêteur en dernier ressort? C'est lorsqu'on est en situation où les banques, vous savez, les banques en question, leur fonctionnement régulier, c'est qu'elles n'ont pas tout l'argent nécessaire à financer tous les projets qu'elles veulent financer. Elles n'ont qu'en une petite partie. Sinon, ça leur coûterait extrêmement cher d'avoir tout l'argent nécessaire pour financer tous les projets qu'elles veulent réaliser. Donc elles n'en ont qu'une petite partie, qui est elle-même réglementée. Il y a un seuil minimal de réserve à avoir. Et donc tous les jours, les banques vont chercher de l'argent ailleurs, ce qu'on appelle le marché monétaire, et notamment elles vont chercher de l'argent auprès d'autres banques qui, elles, ont, pour des raisons ponctuelles ou plus structurelles, plus d'argent qu'elles et qui leur prêtent, qui ne leur donnent jamais, qui leur prêtent, moyennant une rémunération, cet argent. En situation de défiance, en situation de ralentissement économique, en situation de crise d'un des acteurs, il peut être, y compris pour des banques qui sont par ailleurs parfaitement solvables, qui ont une bonne situation, il peut être plus compliqué pour elles de trouver l'argent nécessaire à financer leurs activités, et donc vos activités. Et donc c'est là où intervient la Banque centrale, qui va prêter l'argent que ne trouvent pas les banques auprès des autres banques, pour qu'elles puissent continuer à effectivement opérer. Et c'est le cas depuis le début. Il y a une annexe de la présentation, notamment où on parle de la création de la Banque centrale d'Angleterre en 1694. Et la banque en question a été créée pour permettre d'avoir ce rôle de prêteur en dernier ressort, notamment parce qu'à l'époque, je reviens à ma remarque initiale, notamment parce qu'à l'époque, l'Angleterre était impliquée dans de nombreuses guerres et que le roi d'Angleterre, quelquefois les perdait, quelquefois les gagnait. Et que donc la capacité du roi d'Angleterre à les rembourser était sujet à aléas. Et donc ça a été créé également pour avoir la capacité à financer par de la dette de manière plus sûre les opérations militaires, notamment navales anglaises. Alors l'ambiguïté évidemment de cette situation, c'est un avantage, c'est de garantir la stabilité du système financier, que tous les acteurs économiques, les ménages ou les entreprises puissent continuer à emprunter, à
acheter, à vendre, à intervenir là où ils le souhaitent. Ça a un inconvénient, c'est que si ces acteurs savent que tout le temps ils vont être aidés, ils vont changer leur comportement. C'est la notion que vous avez peut-être vue, qu'on appelle notion d'aléa moral. C'est-à-dire le fait de dire, si j'ai une assurance à 100%, je vais prendre plus de risques. Je vais prendre moins de précautions. Et donc ça, ce n'est pas forcément bénéfique à la fois pour la sélection des projets. On peut sélectionner des projets trop risqués. Et ce n'est pas forcément bénéfique en termes non seulement de sélection des projets, mais en termes d'analyse du risque lui-même. Et donc il faut que la Banque centrale soit à la fois présente, mais pas toujours, pas tout le temps, qu'il y ait une ambiguïté sur le fait qu'elle va automatiquement être présente. Et c'est un peu les débats qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs sur les dernières décisions de la Banque centrale européenne, qui est de dire qu'elle donne l'impression justement qu'elle va tout le temps être présente. Donc c'est là où l'intervention des banques centrales, de ce fait, n'est jamais automatique en tant que prêteur en dernier ressort. Et c'est ce qui explique aussi ce rôle, pourquoi elle a également un rôle de supervision. Si elle doit être la banque des banques, si elle doit intervenir pour aider les banques à pouvoir continuer leur activité, il faut qu'elle les surveille auparavant pour voir que dans leur activité même, elles le font selon la manière la plus raisonnable possible. Donc ça crée un lien logique en termes de supervision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce développement très important, notamment des marchés financiers, depuis maintenant plusieurs années, les banques centrales ont de plus en plus une fonction aussi de supervision qui s'est renforcée récemment, qui n'est plus qu'une supervision banque par banque, qu'on appelle dans le jargon micro-prudentielle, c'est-à-dire micro, ce qui est petit, donc banque par banque, mais une fonction de supervision qui regarde le système bancaire dans son ensemble et comment il se régule, et avec différents ratios financiers, différents indicateurs qui ont été mis en place pour renforcer la capacité de ce système à faire face aux chocs, aux aléas négatifs de la vie économique ou financière, et à réduire son comportement qui soit très optimiste en phase haute du cycle économique et très pessimiste en phase basse du cycle économique. Et là, vous avez un certain nombre d'éléments qui illustrent ce en quoi peuvent constituer les instruments macroprudentiels. C'est assez technique. Je reviendrai plus en détail, ou je vous en expliquerai quelques-uns si vous le souhaitez. Alors, si on devient un peu plus concret, la Banque centrale européenne, elle a été récemment dans l'actualité, vous avez vu, puisqu'elle a changé de président. On a eu pendant 8 ans M. Draghi, donc un Italien, et maintenant on a Mme Lagarde, une de mes ex-patronnes en tant que ministre des Finances il y a donc maintenant une dizaine d'années, qui est devenue donc présidente de la BCE pour les 8 prochaines années. En fait, la Banque centrale européenne, ce n'est pas que l'institution Banque centrale européenne. Comme il est dit ici, c'est des personnes directement de l'institution qui est basée à Francfort, et puis toutes les banques centrales de tous les pays qui sont membres de l'euro. Il y en a 19 aujourd'hui, donc il y a un conseil des gouverneurs où il y a des membres du directoire, plusieurs personnes, et il y a les 19 gouverneurs de chaque pays. Donc le gouverneur de la Banque de France fait partie du conseil qui prend les décisions de cette banque centrale. Cette banque a été organisée pour être indépendante et pour être protégée de toute influence politique. Et donc il y a 5 piliers qui font cette indépendance. Premier pilier, c'est l'indépendance institutionnelle. Ça veut dire quoi l'indépendance institutionnelle? Ça veut dire qu'il y a un traité au niveau européen, que tous les pays européens ont signé, qui sont membres de cette banque, comme quoi les banquiers centraux, les banquiers de la BCE, ont interdiction de recevoir une instruction de la part d'un gouvernement membre de la zone euro. Deuxièmement, il faut que l'indépendance de chacune des personnes qui y travaillent soit
acquises. Et donc notamment les membres du directoire, ceux qui décident, ne font que des mandats non renouvelables. Donc M. Draghi a eu un seul mandat. Ça dure 8 ans pour qu'ils aient le temps de prendre des décisions qui aient un impact et une vision longue. Mais une fois qu'il est terminé, ils ne peuvent plus jamais être à nouveau banquier central à la BCE. Troisièmement, il faut une indépendance donc fonctionnelle et opérationnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'au sein de la Banque centrale, il y ait toutes les compétences nécessaires pour qu'elle exerce ses missions. Donc il y a des économistes, il y a des financiers, il y a des juristes, il y a des informaticiens, enfin il y a tous les gens nécessaires pour qu'elle exerce ses missions qui sont dans l'équipe de la Banque centrale. Quatrièmement, il faut qu'elle ait une indépendance financière. Donc la Banque centrale européenne a ses propres ressources, comme les banques centrales nationales. Et enfin, elle a une indépendance juridique. Donc si jamais un gouvernement ou les gouvernements de la zone euro, au niveau du Conseil européen, du Conseil des ministres, prennent une décision qu'elle estime néfaste à son indépendance, c'est ce qu'on appelle une personnalité morale, la Banque centrale, elle existe en tant que personne, elle a le droit d'aller en justice, devant la Cour de justice de l'Union européenne, contester une décision et dire cette décision, je la considère comme mauvaise pour mon indépendance. Alors la contrepartie de l'indépendance, c'est de rendre compte. Et en fait, la Banque centrale le fait de deux manières. Là, on vous a décrit la manière politique, au sens le plus fort et le plus noble du terme. Donc c'est une institution européenne, et donc la Banque centrale européenne doit expliquer ses décisions et les raisonnements qui ont amené à ces décisions aux représentants des citoyens de l'Europe. Et donc, régulièrement, chaque trimestre, le président de la BCE va devant le Parlement européen. Au sein du Parlement européen, il y a une partie du Parlement qui est une commission, qui est la commission des affaires économiques et financières, et il est auditionné par les membres de cette commission, par les députés européens, membres de cette commission. Ça vous indique d'ailleurs par ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais quand vous serez en âge de voter, allez voter aux élections européennes. Hein. C'est un scandale démocratique qu'il y ait si peu de participation aux élections européennes. Les membres du Parlement européen, ils ont du pouvoir. Et notamment, ils ont ce pouvoir sur une institution qui a une influence sur la vie quotidienne de tous les citoyens européens. Donc il faut, vous votez ce que vous voulez, mais il faut aller voter aux élections européennes. Parce que notamment, la Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen. Et cette responsabilité, ce n'est pas uniquement chaque trimestre. À toute occasion, les membres du Parlement européen peuvent poser des questions écrites à la BCE. Puis par ailleurs, vous savez que mensuellement, le président et son vice-président de la BCE fait des conférences de presse après la réunion mensuelle de ce Conseil et répond à des questions des journalistes de l'ensemble de la presse européenne et internationale sur quelle a été la discussion et quelles ont été les décisions. Non seulement il y répond, mais chacune de ces réunions, il y a un compte-rendu qui est public. Vous pouvez aller, ça rejoint la question de vous, puisqu'ils sont en français, ils sont en anglais, plus souvent en anglais qu'en français, ils sont en allemand, c'est les 3 langues de l'Union européenne. Vous avez les comptes rendus des décisions et des réunions de la Banque centrale européenne. Vous pouvez aller sur Internet, les regarder. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est accessible. Et les membres de ce Conseil font des interviews, font des interventions qui expliquent leurs décisions. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Leur première mission, c'est tout ce qui a trait à assurer le moins d'inflation possible au sein de la zone euro. Puisque leur objectif, comme on dit principal, c'est d'assurer la stabilité des prix. Alors, il a fallu d'abord définir ce qu'était la stabilité des prix. Pour ça, ils ont mis en place une discussion qui a abouti il y a maintenant longtemps,
en 2003. Et ils vont recommencer cette discussion à partir de l'année prochaine sous l'égide de Mme Lagarde, qui est de dire que ça correspond à une inflation pour les prix à la consommation, donc prix à la consommation des individus et des familles, des ménages, qui soit légèrement inférieur tous les ans à 2%. Vous allez me dire pourquoi ce n'est pas zéro? Parce qu'en fait, là aussi ça pourrait prendre une conférence entière, il y a des problèmes de mesure de l'inflation, et notamment on prend mal en compte la manière, le partage, quand il y a des nouveaux produits qui arrivent, entre ce qui est augmentation du prix liée à l'augmentation de la qualité du produit et ce qui est augmentation du prix liée à la dérive des prix eux-mêmes. Pour vous donner un exemple que je pense que vous vivez quotidiennement, c'est vos différentes versions de iPhone. Quand une nouvelle version de iPhone arrive, quel est le degré de service supplémentaire que cela apporte et qui n'est pas l'inflation, ou si son prix augmente, quelle est la partie qui est liée à l'augmentation du prix lui-même sans contrepartie en termes de service. Et donc les statisticiens qui font le calcul des prix, ils doivent le faire. Et ils le font de manière plutôt conservatrice, ça veut dire. Et donc on considère, que pour cette raison notamment, ils ont plutôt tendance à surestimer l'évolution de l'inflation qu'à la sous-estimer. Il y a d'autres raisons aussi, mais je pourrais y revenir. Donc c'est pour ça, d'un point de vue concret, vous entendez ces gens le dire, si vous le suivez, il faut une inflation d'un peu moins de 2%. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Ça fait 10 ans que cette cible d'inflation n'est pas atteinte. Ça fait 10 ans que l'inflation en Europe, elle est autour de 1%. Et en France, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que la Banque centrale européenne, depuis maintenant bientôt 10 ans, a pris différentes mesures, qu'elle a baissé ses taux d'intérêt sur le marché monétaire, puis qu'elle a pris d'autres mesures pour contribuer à la relance de l'économie à travers plus de crédits donnés aux entreprises et aux ménages pour faire revenir un peu d'inflation. La question qui se pose d'ailleurs, c'est voilà, est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Voilà, et donc vous avez la mécanique qui l'explique à travers le paragraphe qui vous parle des effets des variations de taux. Je pourrais y revenir là aussi plus en détail si vous le souhaitez. Le deuxième rôle de la BCE, c'est justement la supervision des banques. C'est permettre que tous les agents économiques aient la plus grande confiance possible dans le système financier. Et donc maintenant, la BCE a une deuxième mission qui existe depuis 2014, depuis qu'il existe un projet en Europe d'union bancaire, donc de rapprochement de la manière dont les banques sont contrôlées et gérées dans toute l'Europe, dans toute la zone euro. Et c'est la BCE qui supervise directement les différentes banques. Il y a 114 banques. Dans les 114 banques, pour votre information, il y a la SFIL. Je suis, entre guillemets, mes équipes et moi, on est supervisés depuis 5 ans par la BCE. Et donc là aussi, ce que cherche à faire la Banque centrale, là, c'est d'anticiper les crises. C'est d'avoir des règles de prudence, d'évolution de ratios en termes de liquidité, en termes de solvabilité des différentes banques qui anticipent au maximum les crises pour éviter que celles-ci n'arrivent.